des pannes courantes sur les compresseurs frigorifiques. Donc, je peux défiler un peu avec vous les grandes lignes pour ce webinaire. Donc, on va commencer par une petite introduction. Et puis, on va défiler les pannes courantes sur le compresseur frigorifique. Donc, toutes les pannes, on va résumer une majorité de pannes en 8 pannes. Et ces 8 pannes, on va résumer les pannes en 8. On va voir pour chaque panne ce qu'on appelle les causes possibles et comment prévenir cette panne et l'origine de cette panne. On va commencer par des pannes électriques, les impuretés, les cocos, le manque ou la perte d'huile, la contamination, le démarrage inondé, les coups de liquide, la surchauffe au refoulement. On va finir par une petite conclusion. Donc, pour commencer comme introduction, vous connaissez tous que le rôle de compresseur frigorifique dans une installation frigorifique est très important. Donc, le rôle de compresseur est de comprimer tout ce qui est fluide frigorigène en phase vapeur, de la basse pression à la haute pression. Et il fonctionne en comprimant la vapeur. Ça, c'est le fonctionnement du compresseur. Cependant, ce compresseur qui joue le rôle d'un cœur dans l'installation, dans le circuit, peut avoir des défaillances. Et généralement, ces défaillances ne sont pas causées par le compresseur même, mais il peut arriver que des problèmes et des causes autres que le compresseur, ce sont des causes généralement qui viennent de l'extérieur et qui peuvent causer des graves problèmes sur notre compresseur et même abîmer notre compresseur. Donc, c'est dans ce webinaire que nous allons discuter un peu de certaines causes et voir comment prévenir ces causes. Donc, je commence par la cause la plus fréquente et la plus reconnue sur les compresseurs, c'est les causes électriques ou les pannes électriques sur les compresseurs frigorifiques. Vous connaissez tous un compresseur est composé généralement d'une partie mécanique de compression, quelle que soit la technologie utilisée, à spirale, à piston ou à vis ou rotatif. Mais tous ces compresseurs possèdent généralement un moteur d'entraînement électrique composé par stator et rotor. Donc, on peut avoir des enroulements ou un stator qui est gris, c'est-à-dire un stator carbonisé ou grillé, suite à plusieurs causes. Et c'est la panne électrique ici que je parle. Une défaillance du compresseur peut également se produire en raison d'une série de problèmes électriques, tels un déséquilibre de tension ou de courant sur votre réseau, c'est-à-dire une chute ou une haute tension qui va perturber les courants absorbés par les enroulements et ensuite, vous allez avoir des enroulements surchauffés et grillés et même carbonisés. Une perte de phase aussi peut provoquer ce phénomène, une inversion de phase aussi. Et je précise ici, pour l'inversion de phase, c'est pour les compresseurs à monosens de rotation, ou plutôt pour les compresseurs qui ont un démarrage à 2 temps, tel que le démarrage par winding, c'est-à-dire des compresseurs qui ont un moteur électrique à enroulement fractionné. Et si nous avons appelé à démarrer une première partie, puis on va relancer la deuxième partie. Si par hasard la deuxième partie démarre avec des phases inversées par rapport à la première, on va avoir un blocage et même une carbonisation ou un stator grillé, puisque les deux parties du stator tournent en sens opposé. Ça, il faut faire attention. Ce type de démarrage s'appelle démarrage à 2 temps ou par winding. Donc, une mauvaise connexion aussi est probable, ou un mauvais serrage peut provoquer ce qu'on appelle un échauffement localisé au niveau du point de serrage
une surintensité qui va échauffer ou très surchauffer les enroulements et enfin vous allez avoir des enroulements carbonisés. Un mauvais état de contacteur, oui, un mauvais état de contacteur aussi, les bilans de contacteurs de puissance qui alimentent directement vos stators ou vos moteurs électriques peuvent causer des étincelles s'ils ne sont pas changés, sont de mauvais état. Ils peuvent avoir des coupures au niveau de celui-là, mais vous allez avoir des stators carbonisés. Donc, pour prévenir ces pannes ou ces causes de panne électrique, c'est la panne la plus courante et la plus simple que nous proposons. Il faut d'abord commencer par monter ce qu'on appelle un relais de contrôle de phase, qui est capable, ce relais est capable de contrôler après un paramétrage précis la surtension, la chute de tension, le manque et l'inversion de phase sur votre installation. Et bien sûr, même l'inversion de phase est nécessaire, le contrôle de l'inversion de phase. Rappelez-vous que certains compresseurs comme le scroll ou la vis, ce sont des compresseurs à monosens de compression, c'est-à-dire de rotation plutôt. Donc, ils compriment dans un seul sens de rotation. On ne doit pas avoir sur ce type de compresseur, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle une inversion de phase. Sinon, on va avoir un compresseur bloqué. Et donc, c'est au relais de contrôle de phase de veiller sur cette sécurité. Monter des relais thermiques ou des disjoncteurs moteurs de calibre adéquat pour contrôler la surcharge du compresseur. Ça, c'est nécessaire pour tout type de compresseur. Contrôler l'état des contacteurs pour ne pas avoir des contacteurs abîmés et contrôler le serrage des connexions électriques. Voilà comment prévenir des pannes électriques. Deuxième point, ou deuxième panne courante aussi, ce sont les impuretés qui peuvent être entraînées dans notre circuit frigorifique. Donc, ces impuretés telles que les bavures dans le circuit, les bavures qui viennent d'un travail de tube cuivre, d'un bavurage non correct lors d'une intervention, par exemple sur la tuyauterie, ou l'introduction des autres particules, même par un mauvais soudure, c'est-à-dire soudure, la concentration plutôt des calamines dans la tuyauterie ou dans le circuit frigorifique, après un soudure non conforme, c'est-à-dire un soudure qui est réalisée sans atmosphère d'azote. Vous savez tous qu'on doit utiliser pour les bonnes pratiques des points de soudure, on doit réaliser toutes les soudures, tous les points plutôt de soudure sous atmosphère d'azote pour empêcher cette formation de calamine. Tous ces particules solides, ils seront parfois retenues par le filtre d'aspiration. J'ai dit parfois parce que dans quelques temps, parfois des installations de compresseurs ne sont pas menées par ce filtre très, très important à l'aspiration pour arrêter tout ce qui est particules. Même ces particules peuvent endommager votre circuit, tels que les détendeurs et tout ça, et les filtres, etc. Mais nous tenons aujourd'hui à voir l'impact de ces impuretés sur le compresseur. Ces bavures provenant de l'usure peuvent être d'origine suite à une usure des pièces mécaniques en mouvement, et ces pièces provoquent ou libèrent des bavures suite à une mauvaise lubrification, à un manque d'huile de lubrification. Donc, on va avoir des bavures suite à ce qu'on appelle une usure des pièces mécaniques. Et ces bavures métalliques solides vont directement être entraînées vers le compresseur. Donc, ils vont railler nos pièces en mouvement, telles que les pistons et les bielles, et même ils vont être introduits directement vers le stator. Ils vont former un point d'échauffe très important au niveau du stator. Ils vont griller notre stator
suite à l'introduction d'une bavure métallique dans le stator ou qui est une petite bavure qui est séquencée entre le rotor et le stator. Et donc, c'est ça, les causes, ce sont des causes possibles à regarder ou à trouver dans un compresseur plein de bavures qui viennent soit de l'extérieur, c'est-à-dire d'une mauvaise manipulation, ils sont introduits de l'extérieur dans le circuit, ou qui viennent de l'usure des pièces métalliques suite à une mauvaise lubrification. Voilà aussi une petite démonstration, des petites photos qui montrent la concentration de bavure sur le filtre à huile. Le filtre à huile ici est éclaté suite à une concentration des bavures sur votre filtre à huile qui est intégré au bas du carter. Et vous connaissez tous que le carter est considéré comme une poubelle de l'installation du circuit frigorifique. Vous allez trouver tout ce qui est impureté dans votre carter. Donc, comment prévenir ces causes? Pour lutter contre les bavures qui entrent dans le circuit frigorifique? Premièrement, appliquer les bonnes pratiques lors d'une intervention sur le circuit frigorifique. Les bonnes pratiques, soudure sous atmosphère d'azote, bavurage avec une conduite dirigée vers le bas, ne pas laisser surtout l'humidité, les solides rentrent dans votre tuyauterie. Lors d'une intervention, il faut veiller sur l'étanchéité de votre circuit frigorifique. Contrôlez régulièrement la bonne lubrification de compresseur pour éviter l'usure des pièces, le niveau, la qualité, l'état de la pompe, le différentiel de pression de la pompe, etc. Et lors d'un changement d'un composant, surtout, si vous avez une bielle ou un piston ou une pièce mécanique que vous allez changer, vous devez faire un bon choix des pièces avec une recommandation constructeur pour les pièces que vous allez acheter et que vous allez monter sur votre compresseur. Surtout, ne cherchez pas les plus chers, les moins chers plutôt. Une troisième panne, c'est la manque ou la perte d'huile. Donc, sur tout type de compresseur, qu'il soit semi-hermétique, hermétique, quelle que soit la technologie, à vis, à piston ou scroll, les carters sont munis d'un voyant du niveau d'huile. Donc, veillez que ce voyant soit à un niveau correct d'huile et qu'il ne soit pas vide comme vous le voyez ici. Donc, quelles sont les causes d'une perte ou d'un manque d'huile? Généralement, on peut avoir une charge insuffisante. Une quantité d'huile peut être emprisonnée ou piégée dans la tuyauterie suite à une mauvaise conception ou un dépassement de la longueur maximale de votre tuyauterie. Une perte d'huile suite à une fuite du circuit frigorifique. Un filtre à huile colmaté, comme nous venons de voir, ou un séparateur d'huile bloqué. Vous savez tous que le séparateur est installé généralement sur le refoulement et son rôle est de piéger l'huile et de le faire retourner vers le carter. Si on ne sait jamais ce séparateur est bloqué, vous n'allez pas avoir un retour d'huile vers le carter. Et vous allez avoir ce qu'on appelle manque d'huile au niveau du carter. La pression différentielle d'huile insuffisante, problème de la pompe à huile, ça c'est un autre problème dû à un problème mécanique au niveau de la pompe et qui parfois pour les compresseurs où la lubrification est assurée artificiellement par une pompe à huile. On doit toujours vérifier cette pression différentielle au niveau de la pompe. Ou ensuite, une autre cause possible pour ce manque de lubrification, un manque de lubrification, lorsque notre compresseur fonctionne en court cycle, on va avoir des courts temps pour le fonctionnement et donc une mauvaise lubrification suite à des temps
très court de fonctionnement. Aussi, comment prévenir ces pannes, lutter contre ces pannes? Vérifier avant tout et toujours le niveau d'huile et assurer qu'il y a toujours un niveau correct de visée d'huile suivant la recommandation constructeur. Au niveau de chaque voyant, auprès de chaque voyant, vous pouvez trouver un schéma qui montre le niveau minimum et le niveau maximum d'huile au niveau du voyant. Donc, vous n'avez qu'à remplir le caractère en huile frigorifique jusqu'à vous arriver au niveau recommandé par votre constructeur. Ou bien, vous pouvez, si le caractère ne possède pas un voyant, vous pouvez se référer à la quantité en litres ou en décimètres cubes d'huile à introduire dans votre carter compresseur. Deuxièmement, évitez tous les pièges, tout ce qui est pièges qui peuvent empêcher le retour d'huile vers le carter compresseur. Installez un séparateur d'huile si la longueur de la tuyauterie est importante ou si la pression d'aspiration est basse, généralement à partir de -10. Si vous avez des longueurs très longues de la tuyauterie frigorifique et beaucoup d'accidents au niveau de l'installation, si vous avez ce qu'on appelle une pression d'évaporation basse, je vous conseille d'installer un séparateur d'huile pour refoulement pour laisser l'huile circuler vers le compresseur, du compresseur vers le séparateur et il revient directement vers le carter. Aussi, pour lutter contre le court cycle et pour avoir un temps de fonctionnement minimum, aussi une lubrification efficace, imposer un temps de fonctionnement minimum du compresseur, c'est-à-dire soit vous entrez dans le menu paramétrage et vous paramétrez ce temps d'anti-court cycle, de marche anti-court cycle, c'est-à-dire que le compresseur doit fonctionner pour 3 ou 4 minutes au minimum sans arrêt, puis la régulation commence. Ou vous pouvez, si vous n'avez pas une régulation intelligente ou un automate ou un régulateur, vous pouvez installer tout simplement un contact temporisé. Voilà. Pour la panne suivante, c'est la contamination. La contamination du circuit frigorifique vient généralement de l'air, de l'humidité, des oxydes, des incondensables et des saletés qui seront entraînés dans votre circuit et qui présentent des contaminants pour le circuit frigorifique. Précisément, par exemple, dans le compresseur, la réaction de l'humidité avec l'huile et le fluide frigorigène peut former des acides, ce qui mène à des sérieux problèmes électriques et mécaniques. Les acides ici vont corroder, on va avoir des corrosions de surface localisées sur les cylindrées, sur les chemises, les plaques porte-clapets et même sur vos pistons et les bielles. Aussi, l'humidité introduite dans le circuit comme contaminant, on peut l'avoir sous forme de gel lorsque la température à l'aspiration descend inférieure à 0. L'humidité va se transformer en morceaux de gel et il va obturer vos filtres d'aspiration au niveau de l'aspiration. Et ces filtres d'aspiration, lorsqu'ils seront colmatés, ils vont s'éclater, ils vont laisser quelques particules solides du filtre entraîner vers votre stator, surtout pour les stators refroidis par les gaz aspirés, et vous allez avoir des vrais problèmes tels qu'une carbonisation du stator ou un freinage du rotor stator par un serrage, c'est-à-dire entre le rotor et le stator par ces particules ou ces déchets de filtre qui est éclaté suite à des gouttelettes d'eau ou à une humidité gelée au niveau des filtres d'aspiration. Pour la contamination du circuit frigorifique, comment prévenir?
Ici, je vais vous proposer de maintenir toujours une règle générale lors d'intervention sur le circuit frigorifique. Un circuit frigorifique ne doit contenir aucune molécule étrange autre que le fluide frigorigène et l'huile frigorifique. C'est-à-dire, dans un circuit frigorifique, on ne doit pas avoir que du fluide frigorigène et l'huile. Vous devez veiller sur cette règle générale pour lutter contre la contamination. Comment prévenir aussi? On peut commencer par appliquer les bonnes pratiques à chaque intervention sur le circuit frigorifique lors d'un brasage ou lors d'un tirage au vide ou lors d'une intervention sur le circuit frigorifique d'une façon générale. On doit bien sûr remplacer le déshydrateur, le filtre déshydrateur pour éliminer l'humidité sur la ligne liquide lorsque vous ouvrez le circuit frigorifique. Utiliser un filtre antiacide sur l'aspiration, c'est possible. On peut avoir un filtre antiacide, on ne sait jamais si le circuit est déjà contaminé, ou suite à une carbonisation, après avoir nettoyé le circuit, ou plutôt après avoir changé votre stator, vous devez monter un filtre antiacide sur l'aspiration pour éliminer toute trace d'acidité provenant de l'huile qui est déjà carbonisée au niveau du circuit ou qui est déjà contaminée. Attention pour ces filtres qui se placent sur l'aspiration, ils peuvent chuter la pression et provoquer des chutes de pression ou des détombes, des points de détombe. Donc, il faut les enlever après quelques jours ou quelques heures plutôt de service. Généralement, se référer au catalogue ou recommandations constructeurs, c'est généralement aux alentours de 70 heures de service. Effectuer un test d'acidité de l'huile, puisque l'huile peut nous montrer de quoi il s'agit exactement au niveau du circuit, qu'est-ce qui se passe au niveau du circuit. C'est comme nous avons effectué une analyse de sens chez nous, les êtres humains, pour analyser le circuit frigorifique et voir de quoi il s'agit à l'intérieur. Il faut analyser ce qu'on appelle l'huile pour voir s'il y a traces d'humidité ou des traces des impuretés, etc. Et donc, cette intervention de test d'huile va nous permettre d'avoir une très bonne idée sur notre circuit frigorifique. Donc, il faut tester systématiquement votre huile de lubrification. La panne de suite qui nous vient, c'est ce qu'on appelle le démarrage inondé. Le démarrage inondé, c'est-à-dire un démarrage d'un compresseur avec l'huile dans le carter, avec du fluide frigorigène liquide, plutôt à sa phase liquide, dans le carter. Ce démarrage ou ce phénomène se produit généralement au démarrage après un arrêt. C'est-à-dire, si vous avez un compresseur au niveau du carter compresseur, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous voyez ici l'huile en haut et le liquide il est en bas. Parfois, le démarrage inondé est causé principalement par la présence d'une grande quantité de liquide en bas de carter. On mélange avec l'huile parfois, bien sûr, puisque l'huile et le fluide frigorigène sont miscibles. Mais une forte concentration de fluide frigorigène en phase liquide dans le carter va provoquer ce qu'on appelle un grand problème. Ce fluide frigorigène d'où vient? Soit il vient directement suite à une migration de l'évaporateur vers le compresseur, ou il est déjà, le fluide existe déjà dans le carter, il va se condenser il va se trouver dans le carter dans sa phase liquide. Lorsque donc le compresseur va démarrer, la pompe à huile va aspirer ce mélange concentré en forte quantité de liquide et va le lancer vers les arbres creux de lubrification et les points de lubrification de notre compresseur. Et vous savez tous que le fluide frigorigène en phase liquide, il va directement vers les pièces qui sont en mouvement, et il va s'échauffer suite au frottement dans les paliers, par exemple, puis il va s'évaporer puisqu'il s'évapore très vite.
il va laisser ces points sans lubrifiant. Donc, il va jouer le rôle d'un solvant. Il va faire racler tout ce qui est huile frigorigène, fluide frigorigène plutôt, ou fluide plutôt huile de lubrification. Il va faire racler tout ce qui est huile de lubrification ou laver tout ce qui est huile de lubrification. Il va prendre la place de l'huile de lubrification et puis il va s'échapper ou s'échapper pour avoir des paliers très, très chauds et un serrage au niveau des paliers. Vous pouvez tout simplement perdre votre compresseur suite à cette panne ou suite à cette cause de panne. Donc, comment prévenir cette cause ou cette panne, ce qu'on appelle le démarrage inondé? Prévoir des résistances de carter sur le compresseur. Il faut échauffer le carter, préchauffer plutôt. Je dis préchauffer, c'est-à-dire avant le démarrage du compresseur, il faut que le carter soit préchauffé pour avoir une séparation entre l'huile de lubrification et le fluide frigorigène qui vient se concentrer en phase liquide dans votre carter. Il faut les isoler. Par une simple action, c'est chauffer l'ensemble à travers une résistance, qu'elle soit de type à plaque ou ceinture ou plongée dans le carter directement à travers un doigt de gant. On peut préchauffer l'ensemble. Le fluide frigorigène, bien sûr, on va s'évaporer et il nous reste en bas du carter que l'huile de lubrification. Et pour minimiser ce qu'on appelle la migration de l'huile vers le carter, surtout lorsque l'unité extérieure ou le carter est situé dans un milieu un peu froid, il faut monter ce qu'on appelle des électrovannes sur les lignes liquides et opter pour une régulation à tirage au vide pour vider tout ce qui est évaporateur et la ligne d'aspiration et le carter, le maximum de fluide frigorigène ou la moindre des choses, on peut utiliser ce que nous appelons une protection minimum, c'est-à-dire une électrovanne sur la ligne liquide en parallèle avec la marche arrêt compresseur. Aussi, je vous conseille de veiller sur une charge d'huile et de fluide frigorigène correcte. Les proportions de quantité d'huile et quantité de charge doivent être correctement suite aux recommandations. La charge doit être en fluide frigorigène correct et en huile de lubrification très correcte. Je continue avec une autre panne similaire à celle-ci, mais elle s'est généralement causée lors du démarrage ou lorsque le compresseur est en fonctionnement. Cette panne s'appelle les coups de liquide. Nous avons déjà annoncé que les compresseurs frigorifiques compriment les vapeurs, donc ils ne sont pas destinés à comprimer le liquide qui est incompressible. Donc, le liquide, qu'il soit de fluide frigorigène à phase liquide ou de l'huile de lubrification, peut être entraîné à travers la ligne d'aspiration vers le compresseur. À forte quantité, comme liquide, il ne sera pas évaporé, même si le stator est refroidi par ces gaz aspirés. Donc, il ne sera pas évaporé. Il va produire des coups de liquide surtout sur les clapets et sur les chemises et tout ça, sur la partie mécanique de compression, qu'il soit le compresseur à piston ou scroll, il va toucher les virôles du scroll, il va éclater les ordres du virole de notre compresseur scroll, puisque le liquide, qu'il soit forte quantité de lubrifiant, c'est-à-dire d'huile de lubrification ou de fluide frigorigène en phase liquide. Donc, je continue pour défiler un peu les causes possibles pour les coups de liquide. Ces coups de liquide, je l'ai déjà défini, c'est le retour de grandes quantités de réfrigérant liquide et ou l'huile vers l'aspiration du compresseur. Ce phénomène se produit au démarrage ou au cours du fonctionnement. Ce liquide froid non compressible arrive à la chambre de compression, quelle que soit la technologie utilisée, rotatif, à vis,
scroll à piston, et il va provoquer un serrage très fort entre piston-chemise suite à un refroidissement brusque. Vous savez tous que ce liquide devient froid. Et lorsqu'il touche les pièces mécaniques, ils seront très serrés entre eux. Il peut causer aussi la casse des clapets d'aspiration, refoulement ou aspiration. Il peut même causer, dans le pire des cas, une casse d'un vilebrequin ou des bielles lorsque votre cylindrée, votre chemise soit complètement pleine de liquide, donc impossible que le piston comprime, et donc une contre-force va agir sur la bielle ou sur le vilebrequin, et vous allez avoir une bielle ou un vilebrequin cassé. Parmi les causes aussi de coups de liquide, une surchauffe très faible. Si la surchauffe est très faible, c'est-à-dire le fluide frigorigène n'est pas tout à fait évaporé dans votre évaporateur. Le retour donc du liquide vers la ligne d'aspiration et vers votre carter compresseur, comme vous voyez ici sur le schéma, sur les figures plutôt, les photos, une forte quantité de liquide, fluide frigorigène en phase liquide qui traverse le carter, le stator, puis le carter compresseur et l'ensemble motocompresseur. Une surchauffe donc très faible à éviter. Voilà. Parmi les causes des autres causes, j'ai bien dit une mauvaise évaporation du fluide frigorigène, un détendeur trop ouvert et déréglé, ça peut arriver, ou un mauvais choix de votre orifice détendeur. Un excès de charge en fluide frigorigène, c'est encore possible. Donc, sur un voyant de carter, si vous avez un carter muné d'un voyant sur le carter, le voyant d'huile, vous pouvez tout simplement, suite à un simple regard, identifier si vous avez un retour de liquide ou non. Un voyant ne doit pas être comme ça, il doit être en blanc, il doit être clair et avec un niveau correct d'huile de lubrification. Vous pouvez donc contrôler aussi sur la conduite d'aspiration et les organes et le carter de compresseur, qu'il soit hermétique ou semi-hermétique. Tout ce qui est conduite gelée, c'est-à-dire vous avez une possibilité de retour du liquide vers votre compresseur. Donc, il faut faire attention et vous pouvez voir aussi ici la différence entre deux schémas. En premier lieu, un groupe qui fonctionne correctement avec des conduites d'aspiration qui sont nues. Je ne conseille pas ça, mais il faut les rebuter avec de l'armaflex, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de trace de gel sur la tuyauterie d'aspiration et même sur le compresseur. Et sur le deuxième photo, vous pouvez voir un retour de fluide frigorigène liquide en phase liquide excessif et donc votre compresseur va souffrir très prochainement. Donc, comment prévenir ce retour de liquide et ces coups de liquide? Premièrement, maintenez une surchauffe correcte à l'aspiration. Donc, vous devez veiller sur une surchauffe correcte suivant votre application. Installer une bouteille anti-coup de liquide, c'est-à-dire un accumulateur de vapeur à l'aspiration de compresseur, surtout pour les systèmes à basse température ou aussi les systèmes réversibles, c'est-à-dire les pompes à chaleur, ou les systèmes avec un dégivrage par gaz chaud. Il faut avoir un accumulateur, une bouteille anti-coup de liquide sur l'aspiration. Veuillez sur une bonne évaporation côté évaporateur, qu'il soit votre évaporateur à l'air ou à l'eau. Vous devez avoir une bonne évaporation de fluide frigorigène pour qu'il arrive à sa phase vapeur au niveau de l'aspiration. Et bien sélectionner vos organes de détente qui alimentent l'évaporateur pour ne pas avoir un excès de fluide frigorigène dans vos évaporateurs. Bien sûr, on va traiter très bientôt ce sujet comme la sélection des organes, etc., dans un prochain webinaire, Inch'Allah. La dernière panne que je propose, c'est une panne aussi courante. Elle est appelée surchauffe au refoulement.
c'est-à-dire les fluides frigorigènes sont très surchauffés au niveau de votre refoulement et qui peuvent atteindre des températures très élevées. Nous savons tous que c'est normal que le compresseur chauffe et génère une chaleur. Cette chaleur est généralement résulte de dégagement du bobinage statorique, c'est-à-dire du moteur électrique, des pièces mécaniques au mouvement et aussi une chaleur due à la compression des vapeurs. Ça, c'est normal. Mais lorsque ce compresseur est sollicité à fonctionner en dehors de ses limites ou de la conception, des problèmes s'imposent. Tel que on va parler d'une température de refoulement qui va dépasser les 110 degrés Celsius et on va avoir des températures proches de la décomposition moléculaire des substances telles que l'huile de lubrification des fluides frigorigènes. Vous connaissez tous que ces substances telles que l'huile l'huile plutôt de lubrification et le fluide frigorigène ont des points critiques à ne pas dépasser au point de vue température et pression. Donc, monter avec une température de refoulement très élevée, on peut avoir une décomposition moléculaire de ces substances, quel que soit le fluide ou l'huile de lubrification. Bien sûr, une élévation de taux de compression et un échauffement de compresseur. Lorsque vous montez en température proportionnellement, ce qu'on appelle la pression de condensat de refoulement va monter. Et bien sûr, vous allez avoir un taux de compression très élevé et un appel de courant très anormal, c'est-à-dire une surintensité à l'absorption de courant et une chute de puissance en même temps. Donc, si vous avez un échauffement excessif au niveau de refoulement, une température excessive, vous allez avoir vraiment des problèmes frigorifiques avec un manque d'une puissance frigorifique. Et vous allez avoir aussi une surconsommation d'une énergie électrique. Donc ça, c'est un vrai problème. Une carbonisation des plaques porte clapées, voire même la casse des clapets suite à ces hautes températures et des l'usure des pièces mécaniques suite à la mauvaise lubrification, puisque vous allez avoir une mauvaise huile, un mauvais état d'huile de lubrification. Aussi, vous pouvez voir, on peut découvrir ici l'état de quelques portes clapées sur l'écran, qu'ils sont contaminés par une huile dégradée, c'est-à-dire lorsque le compresseur fonctionne en dehors des limites d'utilisation, on va avoir une carbonisation d'huile et vous allez voir les clapets et le résidu d'huile carbonisée sur vos clapets de refoulement. On peut voir même la casse des clapets, soit de refoulement ou d'aspiration. Comment prévenir ces pannes, ces causes de panne, l'échauffement anormal de refoulement? Merci de vérifier les conditions de sélection d'exploitation. Ça, c'est très intéressant. Il faut choisir le régime de votre compresseur, choisir le compresseur au régime correct, qu'il soit HBP ou LBP ou MBP. Donc, il faut bien choisir votre compresseur au régime qui correspond. Utilisez le système de refroidissement culasse recommandé par le constructeur, généralement pour des températures très hautes ou pour des taux de compression très élevés. Le constructeur préconise l'utilisation d'un système de refroidissement sur la culasse pour refroidir le gaz de refoulement à la sortie de refoulement. Donc, qu'il soit un ventilateur ou une injection de liquide. Vérifiez aussi l'état du condenseur. Ça peut provoquer une haute pression si le condenseur est colmaté au mauvais état, ou un mauvais emplacement de votre unité, ou une mauvaise exposition de votre condenseur, vous allez avoir une haute pression très élevée et bien sûr une élévation de la température de refoulement. Aussi, vérifier la surchauffe fonctionnelle et ajuster cette surchauffe aux besoins. Vous savez tous que le fluide frigorigène
va, pour la majorité de conception, le fluide frigorigène va traverser à l'aspiration, va traverser le stator pour le refroidir, c'est ce qu'on appelle le refroidissement par les gaz aspirés, puis il va vers la chambre de compression. Ce fluide revient très surchauffé au niveau de l'évaporateur, au niveau de la conduite de l'aspiration. Il va s'échauffer en plus suite à ce dégagement de chaleur au niveau des enroulements. On va avoir une élévation, une pic de température au refoulement. Donc, il faut veiller sur la surchauffe fonctionnelle correctement au niveau de l'évaporateur et la surchauffe totale aussi. Contrôler la température de refoulement, voire même installer un organe de sécurité. On peut installer un organe de sécurité pour limiter le fonctionnement de compresseurs à des températures de refoulement très, très élevées, tel qu'un thermostat, gaz chaud ou une sonde de refoulement. Généralement, pour la majorité des constructeurs, ils arrêtent leur système si la température commence à dépasser 105 degrés Celsius. Ça, c'est à titre indicatif et à tout constructeur, c'est recommandation. Bien isoler la conduite d'aspiration, ça, c'est bien pour éviter une surchauffe à l'aspiration très grande. Il faut isoler tout ce qui est conduite d'aspiration pour garder une surchauffe correcte à l'aspiration. Évaluer aussi que la charge en fluide, en réfrigérant soit correcte, c'est-à-dire si vous avez une manque de charge, vous allez avoir une surchauffe élevée et bien sûr un échauffement anormal au niveau refoulement de votre compresseur. Comme suite, pour vous donner une petite idée sur la sélection et le choix, vous voyez ici sur le diagramme le régime ou les limites d'application d'un compresseur. Pour une température de condensation fixe, si par exemple nous allons utiliser ce même compresseur pour plusieurs applications ou plusieurs régimes, premier régime, j'ai supposé moins 20 comme température d'aspiration, température plutôt d'évaporation, ici moins 30 comme température d'évaporation, ici moins 40 comme température d'évaporation. Donc, pour ces trois régimes, vous avez les trois groupes qui sont situés dans la même ambiance au niveau à l'extérieur. Donc, vous allez avoir la même pression et la température de condensation s'il s'agit bien sûr du même fluide frigorigène. Vous allez avoir les mêmes pressions P1 de condensation égale P2 de condensation égale P3 de condensation, puisque la pression de condensation dépend des milieux extérieurs. Bien sûr, on va fixer ici 50 degrés pour les trois groupes qui fonctionnent à un régime différent, j'ai bien dit, moins 20, moins 30, moins 40. Et vous allez avoir, bien sûr, trois rapports au taux de compression différents. Ce qu'on appelle taux de compression, c'est le rapport de la pression de condensation sur la pression d'évaporation. Donc, puisque les trois régimes sont différents, on va avoir trois taux de compression différents. Ces trois taux de compression, le plus élevé, c'est le T1, puisqu'on va comprimer d'une pression très basse à une pression très élevée. Donc, on va avoir ici un taux de compression très élevé. Et si le constructeur, si vous arrivez à utiliser votre compresseur dans ce régime, vous voyez ici une case qui est un peu colorée, qui vous conseille de faire un refroidissement, puisque si vous avez augmenter votre taux de compression plutôt, vous allez avoir ce qu'on appelle un échauffement excessif au niveau du refoulement. Moins au niveau de T2 et moins que au niveau de T3. Donc, à chaque fois, si T1 supérieur à T2, supérieur à T3 comme taux de compression, vous allez avoir une puissance électrique, bien sûr, au niveau de ce régime plus grande que T2 et plus grande que T3. Et puisque nous parlons d'une puissance électrique, donc c'est dégagement de chaleur au niveau du stator qui va vers l'échauffement, va échauffer notre fluide au refoulement. C'est pour cela que pour le régime négatif, il y a des températures d'évaporation, c'est-à-dire très basses, le constructeur préconise ce qu'on appelle
un refroidissement supplémentaire sur les culasses, soit avec une ventilation forcée, soit par injection de liquide. Je pense que cette présentation est claire. Voilà donc. Une dernière chose, on peut avoir même pour protéger nos ensembles, nos systèmes, des éléments de sécurité dont nous avons parlé, tels qu'un thermostat à gaz chaud pour contrôler le refoulement ou une sonde de refoulement. Et je pense que vous avez tous remarqué que sur les systèmes à une nouvelle technologie, c'est-à-dire les systèmes à débit de fluide variable VRV ou inverter, puisque la quantité de fluide varie sur le compresseur, donc il utilise tous ces systèmes VRV ou inverter sont munis d'une sonde de refoulement pour veiller sur une température de refoulement correcte. Voilà donc pour terminer, je veux dire que tous ces facteurs peuvent causer des graves dommages à un compresseur, conduisant éventuellement à une défaillance de ce compresseur et de toute l'installation. Cependant, ils peuvent être facilement évités. Des inspections régulières et un entretien de routine approprié peuvent contribuer à prévenir ces problèmes et à prolonger la durée de vie de votre compresseur et à éviter ces problèmes. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et j'attends vos recommandations,